Pas là, enfin avant, bien vu dans le donjon comme moi. Bon, peut-être qu'on aura un meilleur donjon en fait plus tard. Mais en tout cas, il est pas mal celui-là. Il manque juste, comme je disais à certains, une petite croix de Saint-André. Donc on n'est pas là pour un cours de SM ou quoi que ce soit. Je m'appelle Dudek Sébastien. Je vais vous présenter en fait le sujet, un sujet qui va être assez large en fait ici, puisqu'en fait je vais vous montrer différents vecteurs qu'on peut avoir par exemple sans fil au niveau automotive, au niveau automobile. Et en fait, il y en a beaucoup qui associent justement en fait l'automobile avec le CAN, etc. Moi, ce que je vais vous parler, c'est pas vraiment en fait comment injecter quelque chose sur le CAN. C'est plutôt la phase avant, en fait, où on n'a accès à rien. On veut y avoir accès à distance. Donc, on va essayer de trouver un moyen de rentrer peut-être dans le système. Et après, après, il faut galérer aussi, puisque si vous voulez injecter quelque chose dans le CAN, vous avez aussi une gateway, ou des fois une gateway qui fait tout passer. Mais voilà, il faudra fighter un peu par vous-même. Mais au moins, je vous donnerai quelques points assez marrants. Quelques anecdotes aussi. Donc, qui je suis d'abord? Je vais me présenter. Donc, Dudek Sébastien, fondateur de Penterts. Souvent, les gens me disent pourquoi tu mets pas CTO ou CEO dans ton truc, parce qu'on est trois. Hein. Donc, du coup, des fois, je me dis bon, comme on n'est pas beaucoup et que j'ai pas envie de faire un connard, je me suis dit bon, Chief Tax Officer, c'est pas mal. Ça représente bien ce que je suis, puisque justement, je gère mieux les taxes que le reste. Sinon, j'ai fait en fait la boîte Penterts qui est vraiment spécialisée en tout ce qui est attaque sans fil. Et pourquoi j'ai fait ça? En gros, j'ai travaillé en fait avant à Sogeti, après à Synactive, à Sogeti en tant que chercheur, après Synactive en tant que pentester, et après j'ai fait de la recherche de vues. Et j'ai voulu mixer un peu ces trois expériences vraiment pour faire ma boîte en fait, faire une boîte qui fasse voilà, de la recherche et en même temps du pentest, et avoir des sujets fun, pas de web, pas de trucs que j'aime pas en fait généralement, voilà, des trucs, bon. Alors, désolé pour ceux qui font du web. Après on en fait du web, hein, mais c'est juste que c'est pas le point d'entrée en fait. Le point d'entrée souvent c'est un objet connecté et ensuite on va pentester le site web pour scaler parce qu'il faut scaler après. Mais l'intérêt surtout c'est ce que je dis aux clients, c'est moi je veux pas commencer par un site WordPress en fait ou un site statique qui fait rien. Donc voilà c'est le truc aussi pourquoi j'ai fait cette boîte là. Donc généralement pendant le Covid par contre parce que ceux qui se souviendront, enfin ceux qui me connaissent savent que j'ai aussi comme par hasard, je choisis la meilleure date pour faire l'entreprise, pile au moment du Covid. Et donc, en gros, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire un bouquin. Alors, j'ai pas encore écrit, hein, mais je cherche un producteur, en fait, pour ça. En tout cas, une maison d'édition. Donc, s'il y a une maison d'édition qui est prête à me payer déjà d'avance pour faire un livre sur comment commencer dans son entreprise quand c'est... Alors, moi, j'ai mis Apocalypse quand c'est la merde, en français, parce qu'il y aura peut-être aussi une traduction. Mais voilà, en tout cas, c'est un truc qui remplace Starting Business for Dummies, etc., puisqu'en fait, tout ce que vous lisez ici, c'est faux. Quand c'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse, quoi. Mais ça va, en fait, en informatique, généralement, on gère bien, c'est pas comme les restos. Parlons d'autre chose. Quelles sont les activités principales? Après, je vais pas vous saouler avec ça. C'est que voilà, les activités principales, pentest, trainings. Trainings, ça marche aussi très très bien en fait pendant le Covid et puis après la phase mi-Covid. Mais sinon, on fait du consulting. Beaucoup d'awards security où par exemple on va avoir du matériel et on va essayer de dumper la flash, après faire l'émulation, faire du flooding, ou alors sinon le produit qu'on va devoir floader en fait, où le client me dit ça va être totalement black box et il ne faut pas avoir un accès physique. Donc voilà, on a différents cas, mais en tout cas on traite quasiment tout ce qui est dans l'aspect en fait sans fil et ça passe aussi sur des communications qui sont des fois même complètement exotiques. Parce qu'on va voir, par exemple, ce qu'on a, c'est que des fois, on a aussi des clients alors, qui viennent d'Asie, qui ont la communication standard avec des protocoles standards, entre guillemets, avec une modulation standard, en tout cas technique de modulation standard, et en fait, ça n'a rien à voir, on voit des symboles mais ça n'a rien à voir avec, un certain protocole qu'on connaît. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'ils ont à peu près aussi leurs propres standards. Donc, c'est là aussi où on a du challenge aussi dans ces domaines-là. Donc, on peut très bien avoir des trucs complètement exotiques. Donc, c'est du reverse, en fait, finalement, sans fil, quoi. Donc, le setup, généralement, alors, c'est une vieille photo, mais ça, c'est la photo quand j'ai commencé, mais maintenant, il n'y a même plus de place dans le truc. Mais les enjeux, voilà, qu'on a, c'est principalement, on a du 2G jusqu'à 5G, du Wi-Fi, du Bluetooth, du RFID, des communications exotiques, et on a même maintenant du mmWave, donc il faut vraiment qu'on upgrade en fait notre tool. Aujourd'hui, on est capable de faire du 20 MHz. Demain, il faudra qu'on soit capable même de faire du 70 GHz, pardon. Donc 20 GHz et 70 GHz. Pourquoi 70 GHz? Parce qu'il y a aussi du radar maintenant qui se déporte du 40 GHz jusqu'à du 70 GHz. Donc c'est des enjeux de fou. Je ne sais pas si vous réalisez, mais plus on monte en fréquence et plus le matos est instable aussi. Donc c'est là où même l'acquisition, comme l'envoi, devient pas très très bien, surtout si on utilise de l'SDR classique ou un AKRF par exemple, quoi.
avec un up converteur, qui envoie sur 70 GHz, ça marche pas, quoi. Donc, voilà, il y a plein d'enjeux comme ça, et aussi des enjeux en termes de bande, parce qu'en fait, on a des fois des communications qui peuvent atteindre même plus de 300 par exemple, mégahertz en largeur de bande, donc voilà, c'est bof. Mais on va rester maintenant sur le domaine plutôt voitures connectées. Les voitures connectées, donc, alors dans les voitures connectées, généralement, je pense que vous allez avoir toujours l'image de la Tesla connectée à tout, il y a plein de trucs, il y a plein de gadgets, etc. Et vous allez voir que même dans les véhicules standards aujourd'hui, vous commencez à voir à peu près la même chose. Enfin, il y a de plus en plus de choses qui commencent à arriver, même si ça prend un peu de délai par rapport à d'autres voitures. Après, tout dépend aussi des options que vous achetez, puisque c'est vrai qu'une voiture que vous achetez avec le moins d'options n'aura pas de, je sais pas, de Bluetooth Low Energy ou des trucs comme ça. Donc, en fait, plus vous payez d'options, plus vous avez des trucs intéressants. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir que votre voiture de base, c'est finalement une grande boîte avec plein de petites boîtes. Donc vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth au moins, BTLE pardon pour certains cas. Après, vous avez typiquement plein de boîtes qui vont par exemple faire vous avez de l'infotainment, vous avez du télématique, etc. Donc, vous avez plein de trucs. Notamment, il y a ça dont je vais parler en fait à la fin, plutôt l'aspect V2X, qui est toujours en fait un peu en questionnement, puisque certaines boîtes en fait d'automotive sont avancées au niveau V2X, enfin au niveau Wi-Fi, d'autres commencent à adapter par exemple le CV2X, mais c'est toujours un peu, enfin, moi en tout cas je trouve pas de produit en fait réel qui utilise du CV2X aujourd'hui. Enfin il y a pas mal de produits qui existent, mais produit qui est utilisé dans de l'automotive, j'en ai jamais vu encore, donc pareil, si un jour quelqu'un voit quelque chose comme ça qui est intéressant, n'hésitez pas à m'appeler. Mais bref, je vais passer à la suite. Donc comment est organisée la conférence? Donc en fait, on va d'abord parler en fait des vecteurs d'attaque qu'on peut rencontrer par exemple dans ce domaine-là au niveau sans fil. Les opportunités par exemple aussi qu'on peut avoir par exemple pour débugger over the air, parce que souvent on se dit voilà, débugger, il faut avoir peut-être, je sais pas, un accès JTAG, pour voir ce qui se passe, etc. On va voir qu'il y a peut-être des protocoles qui sont aussi marrants à regarder, qui sont aussi présents dans pas mal de voitures. Et aussi, peut-être les mêmes protocoles, et aussi les mêmes types d'applications permettent aussi d'avoir un local route, un route shell en fait en tout cas sur l'IVA en question, ou en tout cas sur un des processeurs. Et après, on va parler un peu plus loin. Donc, quels sont les vecteurs d'attaque? Bon, déjà, en fait, on va parler des vecteurs d'attaque qu'on a on en a beaucoup parlé avant. Tout ce qui est TPMS, maintenant, aujourd'hui, il y a des outils, même par exemple avec un AKF, vous pouvez regarder ce qui se passe, même au niveau TPMS, il me semble, normalement, que, en fait, même avec la version standalone, en fait, de AKF, je ne sais plus comment ça s'appelle, le porte-à-pack, vous pouvez justement voir, en fait, ce qui se passe. Mais voilà, comment ça fonctionne? Donc principalement, ça permet de vérifier par exemple typiquement la pression des pneus. Donc par rapport à la pression des pneus, vous allez avoir une alerte ou pas si généralement il y a de quoi s'inquiéter. Donc normalement vous avez une notification si par exemple le pneu est pas bien gonflé. Après je pense que ça marche aussi dans l'inverse. Il faut savoir justement que voilà, vous avez une communication finalement qui est faite sans fil en fait avec un petit sensor, alors j'ai pas le truc, mais il y a un petit sensor en fait qui se trouve en fait au niveau des pneus qui permet justement de notifier si tout va bien. Et en fait, typiquement, ce que vous avez comme signal, c'est vous pouvez avoir des signaux qui sont en Europe en 433, 868, ou aux US en 315 MHz, ou même 433 MHz aussi. Les modulations que vous pouvez voir généralement de base, donc vous allez peut-être voir que dans ces fréquences-là, vous allez avoir beaucoup de trames qui vont arriver avec des modulations d'amplitude, ou alors vous pouvez très bien avoir en fait de la modulation binaire en fréquence, et même, alors je sais pas si en phase par contre on peut le voir, mais après vous avez aussi des modulations qui peuvent être hybrides en fait, donc en fonction des systèmes. Donc pour capturer ça, généralement vous allez prendre par exemple un RTL-SDR et du coup vous allez pouvoir sniffer ce qui se passe. Donc c'est là où vous pouvez voir par exemple les trames passer, il va falloir les décoder. Donc pour les décoder par exemple vous allez utiliser par exemple URH qui est voilà, sans faire d'outils va permettre de décoder des informations modulées de façon binaire très simple. Vous pouvez même faire du 4 FSK ou autre avec URH, parce que après vous pouvez ajuster le nombre de bits par symbole typiquement. Mais voilà, vous pouvez faire déjà quelques petits trucs préliminaires comme ça. Vous pouvez après regarder au niveau structure à quoi ça ressemble. Donc voir que tiens, ici vous avez un flag, vous avez une valeur de pression, là vous avez la température, l'ID, etc. Et là vous pouvez dire tiens, on va essayer de foutre la merde en fait. Bien sûr, il faudra toujours essayer de calculer le CRC à chaque fois. Souvent vous pouvez tomber par contre sur des systèmes qui calculent le CRC, mais le CRC est un peu bizarre en fait. Soit il protège un certain nombre de bytes ou tout le paquet. Donc c'est là où c'est des fois un peu bizarre le CRC. Donc des fois c'est une valeur très,
des fois, c'est pas hyper facile en fait finalement de calculer le CRC pour certains systèmes. Mais dans l'ensemble, voilà, généralement, c'est censé au moins protéger, enfin pas protéger l'intégrité, mais au moins vérifier l'intégrité de l'ensemble du paquet. Pour la transmission, truc pas cher. Alors moi, je suis resté sur les trucs pas chers là pour vous. Donc en gros, parce que vous pouvez toujours avoir un USB PX 300, etc., qui coûte 15 000 balles, etc. Mais là, pour maintenant, ça va peut-être monter à 85 €. Alors vous pouvez par exemple prendre un Raspberry Pi avec le projet RPTX et du coup envoyer justement dans sa fréquence. Donc vous pouvez envoyer même voilà, sur du 125 kHz comme du 300, du 433, etc. Donc c'est plutôt cool. Jusqu'à du 1,5 giga. Bien sûr, l'antenne est un peu pourrie, par contre, si vous utilisez les ports GPIO, mais vous pouvez toujours, par exemple, utiliser un LNA et une antenne pour amplifier le signal comme ça. Donc voilà, on est dans l'astuce un peu clodo. Après, si vous voulez justement, si vous tombez sur, par contre, sur des trucs un peu, système un peu hybride, typiquement, vous pouvez très bien avoir, moi j'utilise par exemple beaucoup GNU Radio, mais après j'utilise Metool parce que GNU Radio, il y a beaucoup de latence aussi, et des fois je vais même programmer en FPGA, mais par exemple, pour les trucs comme ça, voilà, un petit truc avec de la modulation OK, l'autre ASK. Par contre, je crois que je me suis gouré, c'est FSK en fait là. Mais voilà, vous pouvez très bien gérer par exemple la modulation en amplitude, gérer la modulation en fréquence, et du coup après, essayer de combiner les deux, c'est-à-dire envoyer en fait par exemple en utilisant les deux modulations si vous n'êtes vraiment pas sûr, ou quand il y a par exemple des cas un peu plus hybrides. Par contre, j'ai pas parlé pour justement que les valeurs sont envoyées. Il faut aussi activer le sensor. Le sensor, des fois, il est au repos. Donc, en fait, comme il est au repos, il faut du coup, en fait, envoyer un signal. Et ce signal-là, en fait, par contre, il est plus localisé sur les 125 kHz. Donc, vraiment bas. Donc, par exemple, votre USRP, etc., ça va pas le faire. BDRF va pas le faire. Le AKRF, je suis pas sûr, mais je pense pas le AKRF. Donc, soit vous tombez, soit vous utilisez, par exemple, un down converter et un up converter. Donc, le down converter pour capturer ce signal, en fait, de réveil. Et après, un up converter pour pouvoir, justement, l'inverse, le down converter pour pouvoir après l'envoyer en 125. Soit vous pouvez utiliser aussi une carte USRP, par exemple, si vous avez un USRP, X300 ou V1 ou V2. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez sniffer, vous avez la version pas chère avec un RTLSDR et puis du coup un up converter, et sinon le RSPI. Donc ça au niveau sniff. Sinon après, voilà, si vous avez un USRP, voilà, au moins vous pouvez envoyer et recevoir. Ici, c'est plutôt, par exemple, je ne sais pas si c'est une boîte de réception, l'FTX, non, c'est transmission. Donc en transmission, vous pouvez par exemple utiliser typiquement ça, ou alors le fameux USR, enfin le Raspberry Pi. Les risques que vous pouvez avoir, alors typiquement, donc en faisant un peu de flooding et autres, généralement, bon, j'ai pas eu trop de retours j'ai pas eu de crash ou quoi que ce soit. Par contre, le truc qui est assez ennuyant, c'est que vous avez quand même pas mal d'alertes. Donc, il faut déjà réveiller par contre ces sensors. Enfin, il faut pouvoir. Alors, si vous voulez sniffer justement ce qui se passe, pouvoir les réveiller. Il va falloir décoder, il va falloir après les remanipuler pour pouvoir envoyer finalement du bordel sur le système. Et sur le système, du coup, vous avez des alertes en mode c'est pas assez ou des fois vous avez rien. Donc en étant un peu floody, quand on ne sait pas trop ce qu'on fait au début, on ne sait pas trop aussi à quoi s'attendre. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on comprend un peu comment se présente le système, on sait que voilà, on a un identifiant, on va mettre des valeurs de température, valeurs de pression, température différentes. On va voir ce qui se passe. On va essayer peut-être de faire, je sais pas, tenter peut-être un integer overflow vu qu'on est sur un paquet qui n'a pas typiquement de structure TLV ou autre. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de choses à part rendre en fait finalement la vie un peu ennuyante sur le TVMS. En tout cas, c'est le retour que j'ai. Après, peut-être qu'il y a d'autres trucs finalement, moi j'ai pas vu en fait typiquement mission, mais des retours que je peux vous dire, c'est voilà, vous avez le moyen de rendre en fait la vie un peu infernale à la personne. Avec des indicateurs, avec plein de notifications à la con. Après, tout dépend aussi parce qu'il y a des voitures qui vont montrer un truc qui ne va pas, mais en mode juste avec une LED, et puis généralement, qui regarde la LED, hein, tu vois. Voilà. C'est bon. RDS, DAB et DAB+. Alors ça, c'est intéressant. Typiquement, on utilise beaucoup DAB, RDS, etc. pour qualifier des fois même des équipements radio, mais aussi typiquement même pour envoyer de l'information, par exemple, au niveau radio. Alors, comment ça marche ? Typiquement, quand vous voulez entendre, par exemple, vous écoutez un son sur l'AM/FM, il va être du coup modulé en amplitude ou en fréquence. On est d'accord ? Sauf que le RDS, lui, il utilise par exemple une modulation, pas en fréquence ou pas en amplitude, mais en phase. Donc en gros, il se cale à peu près sur la même fréquence, mais on a finalement un autre type de modulation finalement qui va arriver en plus du FM, qui nous permet du coup avec notre radio en RDS, finalement on va se caler sur les 98.4 MHz par exemple FM, et en fait sur ce signal-là vous allez avoir votre signal en fait RDS modulé en PSK.
Et en fait, ce RDS, il est assez intéressant puisque vous avez des types d'objets, vous avez des strings, vous avez des ID, donc vous pouvez faire des trucs assez marrants. Peut-être même faire du folding un peu. Donc, moi, je me posais voilà, la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Tiens, la picture est vraiment moche. Il faut savoir que RDS, principalement, voilà, ça veut dire Radio Data System, j'ai oublié de le présenter comme ça. Et donc, c'est embarqué avec la radio FM, comme je vous l'ai dit. La structure elle ressemble à ça, donc vous avez un programme ID code, vous avez du TP programme code, vous avez du PTO programme type, donc voilà, on va voir si c'est de la musique classique, etc., etc. Bref, vous avez même un traffic announcement channel qui est assez marrant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais voilà, vous avez une structure qui ne permet pas de faire vraiment des gros exploits, à part peut-être faire du integer overflow ou des trucs comme ça, ou peut-être faire, je sais pas, du format string s'il y en a. Donc voilà, c'est un peu le truc de choses où je m'attends en fait en RDS. En DAB, on a à peu près la même chose. Alors, en DAB, on a à peu près la même chose. Alors, je sais pas pourquoi j'ai oublié de présenter DAB, mais bon, c'est pas grave. Il faut savoir que DAB, c'est un autre truc que RDS. Avec une autre technique de modulation un peu plus différente et aussi, en fait, ça permet justement d'envoyer finalement du son en haute qualité, mais vous pouvez aussi envoyer par exemple des informations qui sont quasi pareilles que du RDS. Alors, je ne sais pas si on voit sur le... Non, on ne voit pas. En fait, je pense j'ai loupé ma slide DAB en fait, avec la structure du DAB pour montrer que finalement, en fait, la structure était quasi pareille, surtout au niveau en fait, du traffic message channel. Mais voilà, si vous voulez injecter par exemple un paquet en fait en RDS, bah vous avez typiquement même un projet qui existe déjà, qui s'appelle GRD-RDS, qui permet de faire de la réception comme de la transmission. Vous le modifiez un peu, vous modifiez aussi la lib pour pouvoir, par exemple, même faire un peu de flooding. Et bah, typiquement, vous pouvez par exemple afficher, par exemple ici, moi je voulais afficher Penterts avec des petits caractères pour essayer peut-être de trigger un format string ou autre, ou même essayer de dépasser au niveau des caractères pour voir ce qui se passe. Donc bon, on voit que ici, bon, il n'y a pas de crash ou quoi que ce soit. Par contre, je pourrais vous montrer, en fait, au niveau debugging, que voilà, si on voit qu'il n'y a rien qui se passe, ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Donc, il faut toujours pouvoir essayer de débugger en JTAG ou trouver une autre manière. Donc, je vais vous en parler après. Et typiquement, il y a des trucs marrants qu'on peut faire en RDS, c'est afficher des alertes. Alors, les alertes, par exemple, vous pouvez même, par exemple, afficher comme quoi il y a eu, je sais pas, une attaque terroriste ou un truc comme ça. Et donc là, par exemple, ça c'est des événements, par contre, c'est assez marrant parce que là, ces événements ne s'affichent pas parce qu'en fait, finalement, dans le RDS, vous devez aussi préciser la localisation. Et en fait, c'est dans le GPS que vous voyez à la localisation où vous êtes. Si votre voiture est à cette localisation, vous pouvez voir, par exemple, une attaque terroriste ou un truc comme ça. Et en fait, vous avez plein d'événements, quand même, comme voilà, Security Alert, Civil Emergency, il y a même Gunfire, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs assez marrants. Et il faut savoir que ça, si vous le broadcastez avec la bonne localisation, et la localisation, vous pouvez l'avoir en fait via la base de données, en fait, c'est Bison Futé. Et en fait, cette localisation, c'est des codes en fait, dont je parle en fait. Si vous avez justement un code de localisation plus vous utilisez le code d'événement, vous pouvez très bien localiser un point donné, une bombe alerte, etc. Et donc du coup, en fait, vous pouvez signaler à plein de voitures à côté qu'il y a une bombe alerte, etc. C'est un peu ce qui se passe dans les téléphones. Dans les téléphones, vous avez aussi ce genre de TMC en fait. Donc voilà, typiquement en voiture, vous pouvez le retrouver. Donc c'est là où vous pouvez, par exemple, l'ennuyer un peu. En DAB, vous pouvez faire à peu près la même chose. Il y a un truc qui s'appelle DAB Step, donc assez marrant, qui permet de faire de la transmission. Si vous le modifiez aussi, vous pouvez envoyer par exemple des événements de ce type-là. Exactement. Parlons maintenant d'un autre vecteur, tout ce qui est accès mobile sur l'IVI. Donc l'IVI, il faut savoir qu'il est connecté. Alors, dépendamment aussi bien sûr de l'option que vous choisissez, vous pouvez voir par exemple un modem qui va pouvoir vous donner un accès à Internet pour updater par exemple les cartes, etc. Donc, principalement, les TCU que vous pouvez rencontrer sont des TCU qui peuvent potentiellement être connectés. Généralement, aujourd'hui, vous avez, enfin, sur les voitures actuelles, vous avez beaucoup le cas où voilà, vous avez votre TCU qui est connecté sur Internet via du 3G jusqu'à 5G. 5G, c'est un peu plus rare aujourd'hui, mais ça va venir. Et comment ça marche? En fait, principalement, du coup, vous avez un modem qui, lui, justement, va pouvoir du coup, bénéficier des services, donner en fait, accès aux services en ligne. Et donc, ce modem-là, en fait, il est assez intéressant, puisque, en fait, je vais vous en parler après, c'est que aussi, il se met à jour en FOTA. Et si vous avez accès au serveur par exemple, chaque modem est utilisé, et c'est assez spécifique puisque chaque modem en fait embarque un application processor et un baseband processor. Et en fait, il est vendu par exemple, typiquement pas par Qualcomm directement, etc., mais par finalement un constructeur qui intègre le baseband en fait de Qualcomm avec son processeur.
Et bien en fait, c'est assez marrant parce que le firmware en question qui est run sur l'application processor, lui se met à jour et vous pouvez après faire des trucs. Mais avant, comment vous pouvez accéder justement, comment vous pouvez chercher de la vulnérabilité sur ce type de modem? Vous pouvez par exemple voir que sur ces types de modems, enfin sur ces types de cartes, sur les TCU, vous avez des fois des EICC qui sont soudés. Alors avant, vous avez une carte SIM que vous pouviez retirer, maintenant ils sont soudés. Donc si vous tombez sur ce genre de cas, vous pouvez très bien par exemple le dessouder et puis ensuite utiliser par exemple typiquement, alors soit vous le faites vous-même, soit vous prenez ça sur Sysmocom, c'est pas mal, c'est assez pratique. C'est un petit shop avec lequel vous avez plein de trucs mobiles. Et Sysmocom, vous pouvez par exemple prendre par exemple de quoi faire votre propre modem, enfin votre propre carte SIM EICC comme ça, vierge, avec vos clés. Et là, dès que vous mettez vos clés, cette carte-là va se connecter après sur votre station de base, donc ça peut être une station de base, 4G, 3G, etc. Donc ça, c'est la méthode, plus voilà, on a un accès physique, mais on veut voir ce qui se passe finalement sur le TCU, comment il communique, etc. Donc ça, généralement, quand j'ai un client qui me dit, tiens, je veux tester mon TCU, moi je me dis, voilà, je vais essayer de le mettre sur ma station de base. J'ai pas envie de le faire connecter en 2G, parce que j'ai un pentest qui dure quoi, une semaine, 2 semaines. Donc en 2G, le temps de faire un scan, etc. Bon, voilà. Moi j'aime bien que le truc il fasse du 4G ou du 5G, comme ça, hop, je peux faire un scan, je peux rentrer, je peux voir les services, je peux pentester le service, etc. Et après, je peux faire le travail inverse. Je peux travailler sur la partie interception et ensuite attaque. Vous avez aussi peut-être d'autres slots qui peuvent exister pour mettre une seconde carte SIM. Donc si vous avez typiquement un accès UART sur la carte, vous pouvez très bien forcer l'utilisation de du deuxième slot aussi. Donc ça c'est un accès aussi pas mal. Ça vous évite finalement de du coup unship ça et le casser et du coup prendre l'autre part que vous avez demandé au client et après il va falloir hop pour unship. Voilà, au moins si vous avez cet accès-là, préférez plutôt cet accès-là, au moins vous risquez de rien casser, etc. Voilà, si vous n'avez pas pris un bon café le matin et que vous faites un unship et faire merde, tout cramer, bon, c'est un peu dommage. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser cet accès. Qu'est-ce qu'il y a justement dans les IVA? Dans les IVA, vous avez plein de services. Vous avez des services d'update, donc on a vu qu'il y avait de l'update. Vous avez aussi même du Twitter, Facebook, si vous voulez tweeter, maintenant X, pardon, Twitter, Facebook, etc. Et vous pouvez par exemple typiquement parler sur Twitter avec quelqu'un, en fait, avec votre IVA, c'est génial. Avec les Tesla, c'est encore mieux parce que finalement, c'est vraiment une tablette en fait. Mais voilà, vous avez pas mal de choses. In-car Internet, vous avez du streaming, bref, plein de trucs. Les attaques qui sont possibles que vous pouvez faire sur ces modules-là, donc vous pouvez typiquement par exemple les intercepter au niveau 2G. Donc au niveau 2G, si bien sûr la carte a, le baseband a une pile 2G, vous pouvez l'intercepter. Si elle n'a pas de pile 2G, hop, non, il va falloir faire ce que j'ai dit avant. Mais c'est un bon point. Si justement en fait il n'y a pas de downgrade possible en 2G, déjà c'est un bon point à marquer au client. Après, on peut toujours tenter le scénario de voilà. Même si on l'a mis sur notre réseau 4G ou 3 ou 5G, on peut dire voilà, si un attaquant arrive sur le cœur du réseau 4G, 5G, etc., on a aussi un accès aussi. Hein. Donc c'est pas que du cheating en fait, hein, de mettre en fait sa propre carte SIM sur le système. Mais voilà, vous pouvez toujours, s'il y a toujours là une pile 2G, vous pouvez faire du downgrade, donc 4G vers 3G et puis ensuite vers 2G. La même en 5G vers 4G, etc. Donc typiquement avec du jamming, donc moi j'ai fait un petit tool qui s'appelle MonoJam à la con. Après vous avez d'autres techniques typiquement, donc en utilisant par exemple tout ce qui est reject cause au niveau du registration request. Vous pouvez typiquement par exemple au niveau par exemple que vous avez du tracking area update procedure, au moment de cette procédure là, vous pouvez typiquement rejeter par exemple un équipement, un UE, par exemple un modem, ou même un IVI, en disant voilà, je te rejette parce que voilà la cause ça. Et avec la bonne cause, généralement, vous pouvez du coup forwarder en fait le 5G vers la 4G. Et après, vous faites la même chose en 4G. Vous le rejetez avec une autre cause qui va le permettre justement de le laisser en 2G. Et en 2G, vous pouvez faire en fait un peu ce que vous voulez en fait pendant un certain temps. Donc après, le temps que vous avez en 2G dépend aussi de l'implémentation aussi du baseband en lui-même. Mais voilà, vous avez un certain temps, une certaine fenêtre pour pouvoir interagir avec. Donc après, voilà, ça c'est un vieux slide que j'avais montré avant, mais vous avez sinon la méthode en fait parking place. Donc j'aimais bien cette photo parce que vous avez deux antennes qui pendulent comme ça dans un endroit un peu dégueulasse et puis vous avez plein de voitures. En fait, ce qui était assez marrant dans ce truc-là, c'était quoi? C'était en 2018. En fait, j'intercepte en fait un équipement. Il y a plein d'équipements qui arrivent aussi en même temps. Et là, je fais
merde, c'est lequel avec lequel je dois interagir. Parce qu'en fait, j'avais un petit module en fait à interagir, avec lequel interagir. Mais au final, j'ai plein de voitures qui utilisent aussi finalement la connexion 2G, ma connexion 2G qui se connecte. Donc après, il y a des trucs marrants, c'est que vous voyez plein de trafic des fois en clair qui passe, ça peut être signé ou autre. Donc là, vous pouvez typiquement faire peut-être des choses. Là, j'étais tombé sur même un client Android 4.0.4, donc avec une vieille CE de 2012, vous pouviez par exemple avoir une RCE. Donc voilà, il y a plein de trucs marrants à faire. Et après, vous pouvez aussi typiquement essayer d'attaquer le back-end. Donc au moment où vous avez le eSIM, vous pouvez par exemple l'utiliser pour pouvoir, par exemple, avoir un accès sur le back-end. Vous pouvez, comme le back-end souvent en fait se filtre les IP, du coup vous pouvez utiliser le SIM pour pouvoir du coup attaquer en fait le back-end qui lui du coup va accepter l'IP puisque en fait vous partez d'une carte SIM qui existe dans la base de données. Et donc du coup vous pouvez l'attaquer, vous pouvez du coup faire du web en fait parce que voilà. C'est pour ça que je dis qu'on a quand même du web des fois. Et le module dont je parlais en fait avant, donc j'avais mis un schéma avant. Et là, en fait, on va commencer à rentrer. Il y a un truc intéressant parce que comme vous avez un application processor, vous avez un firmware. Donc le firmware, il faut savoir qu'il fait des photo updates. Et un truc marrant, c'est que le serveur de photo update, des fois, vous tombez, si vous contactez le serveur, vous pouvez tomber sur un vieux JBoss avec lequel vous pouvez exploiter des trucs. Donc en fait, ça c'était au moment du Covid, j'ai trouvé une vulne en fait, et ça c'était un gros fail aussi à un moment, parce qu'en fait j'avais contacté l'entreprise pour leur dire qu'ils avaient un problème sur leur serveur JBoss, que je pouvais passer des updates et je pouvais les signer sur leur serveur. Et les mecs, ils n'ont pas compris ce que je voulais, en fait, ce que je faisais. Enfin, je suis passé par une plateforme un peu indienne. Du coup, moi, je pensais gagner des clients en fait en les hitchant, et en fait, j'ai passé mon temps à essayer de leur expliquer ce que c'était. Mais en fait, je sais pas si aujourd'hui c'est corrigé ou pas, au final, parce que c'était le fake de ma vie, je pense, pour essayer d'avoir des clients à l'époque. Mais le truc marrant, c'est que voilà, vous avez des photo updates. Les photo updates, souvent, sont le serveur de photo update. C'est un serveur qui est utilisé par beaucoup de modems en fait. Donc bon. Voilà. Donc il y a peut-être des trucs à trouver, mais je vous dis rien. L'impact que ça a, du coup, vous pouvez passer vos propres updates. Donc vous pouvez passer une update par exemple à un module de voiture, pour des mobiles, etc., etc. Donc voilà, il y a des trucs marrants. Maintenant, parlons de quelques opportunités qui peuvent être marrantes. Parce que tout à l'heure, j'avais parlé, voilà, on peut faire du fuzzing, etc. Mais comment on peut débugger si on n'a pas d'accès JTAG, etc. Surtout au niveau ETA. Alors, en voiture, enfin en automotive, alors on peut avoir plein de systèmes assez variés. Ce qui est assez marrant, c'est que en fait, les systèmes en automotive, souvent vous avez un IVI ou autre, et souvent, par exemple, les équipements que vous allez mettre, les ECU que vous allez mettre, sont propres à un constructeur. Ça peut être, je sais pas, Schneider, etc., voilà, Continental, etc. Et en fait, ces équipements ne vont pas être utilisés que sur une voiture en particulier, ils vont être utilisés sur plein de voitures. Donc en fait, si vous trouvez une vulne sur un équipement, il est peu probable que vous le trouviez sur plein de voitures. Et c'est contrairement à Tesla, par exemple, Tesla, vous trouvez une voiture sur Tesla, c'est sur la range, la famille Tesla, généralement, voilà, ou sur le modèle. Mais là, par contre, sur un IVI ou autre qui est distribué ailleurs, par contre, il faut connaître quel type de voiture. Mais vous avez un impact qui est des fois même plus fort. C'est là où ça peut être intéressant. Donc, les trucs qui peuvent être assez intéressants, c'est que voilà, pour avoir une RCE sur une voiture, généralement, vous avez la manière forte, donc c'est trouver par exemple une corruption mémoire, donc vous allez dumper par exemple typiquement le firmware en JTAG, vous allez essayer d'émuler ce que vous pouvez émuler, mais souvent vous tombez sur des archis qui sont aussi exotiques. Et aujourd'hui, je vous encourage peut-être à faire du RISC-V parce que, comme j'ai parlé aussi avec Jean-Baptiste, RISC-V commence à être vachement... même si c'est la merde, par contre, pour trouver de la doc, le monde de l'automotive commence à penser à ça parce qu'ils en ont marre de ARM qui coûte super cher, avec le NDA super cher, à 90 000 balles ou même plus. Donc en fait, RISC-V peut être pas mal. Mais voilà, vous avez les corruptions mémoire. Sinon, il y a SmartWay, c'est trouver peut-être un service qui va vous donner un accès RCE, même plus facilement que ça, un accès même logique. Et c'est là où, par exemple, pendant cette année, j'ai eu de la chance parce que je travaillais sur des IVA qui étaient asiatiques, même français, germaniques, etc. Il y avait des services que je trouvais en fait assez régulièrement. Alors ça ne va pas vous donner accès directement à du CAN, mais par contre ça peut être intéressant pour débugger ou pour par exemple commencer à injecter quelque chose. Et donc en fait, typiquement, si vous êtes sur un système qui contient du QNX, typiquement, normalement QCon n'est pas censé être exposé sur n'importe quoi. Il est censé être exposé des fois à du USB, OTG, etc., donc avec un petit accès physique, mais des fois vous pouvez le trouver par exemple sur du Wi-Fi. Le Wi-Fi par contre en automotive, souvent vous n'allez peut-être pas facilement vous connecter par exemple sur votre Wi-Fi sur la voiture, mais généralement si vous avez Android automotive, vous pouvez par exemple négocier, vous pouvez vous connecter sur l'AP
en fait, de la voiture. Parce qu'en fait, par exemple, quand vous allez ajouter un équipement sur votre voiture en mode Bluetooth, vous avez aussi l'aspect navigation Android Auto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, si vous avez déjà vu ça. Et Android Auto, comment ça marche? C'est qu'en gros, en Bluetooth, ça va envoyer du coup, en fait, les mots de passe Wi-Fi. Parce qu'en fait, en Bluetooth, vous ne pouvez pas faire du mirroring, etc. Parce que c'est du mirroring en fait, qu'il y a sur la VI de votre Android, enfin l'Android Auto. Et en fait, du coup, ça se fait en Wi-Fi. Et en fait, le mot de passe Wi-Fi est envoyé en Bluetooth. Vous l'interceptez, vous pouvez l'intercepter soit par attaque en fait, typiquement passive sur du Bluetooth, après craquer la com, ou alors vous pouvez le faire par exemple en regardant, en faisant par exemple une capture HCI sur le téléphone et puis prendre le mot de passe Wi-Fi. Et là après vous prenez le mot de passe Wi-Fi, vous vous connectez sur la VI, sur l'AP, et là vous pouvez techniquement peut-être voir du QCon ou peut-être avoir autre chose qui est là, DLT. Je ne sais pas si ceux qui font de l'automotive l'ont déjà vu. On peut en voir sur pas mal de trucs, même Mitsubishi en fait, il y en a. Ça s'appelle Diagnostic Log Trace. Ça, c'est assez intéressant puisque en fait, c'est un petit démon en fait qui est utilisé souvent sur les AVI avec du Linux. Et en fait, sur les AVI, vous pouvez avoir différents types d'AVI. Vous pouvez très bien avoir des systèmes très complexes avec de l'autosar, par exemple un processeur ARM avec de l'autosar et un processeur ARM QNX, etc. et avec du DLT, pardon. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert principalement à faire de la remontée d'infos de ce qui se passe, par exemple les OCE qu'il y a, etc. Donc tout ce qui se passe en tramcam, des fois, arrive aussi sur la partie DLT. Donc vous pouvez même débugger, vous pouvez même voir qu'il y a un crash qui s'est passé sur un service. C'est assez marrant. Donc à quoi ça ressemble? Donc moi, par exemple, sur Linux, j'ai utilisé un truc qui s'appelle DLT Viewer. Et donc en gros, en faisant une interception Bluetooth pour prendre le Wi-Fi, connecter au Wi-Fi, faisant un scan, je fais un scan, je vois qu'il y a un service DLD, je me connecte au service, et là, là, ça me crache quasiment tous les process, etc. Je peux voir ce qui se passe, je peux voir s'il y a un crash, je peux voir s'il y a des trucs. Et ça, c'est assez marrant parce que j'ai vraiment vu ça dans plein de trucs. Donc c'est pour ça que je le mets. Parce que en fait, c'est pas que un ECU, c'est vraiment plein de ECU et même de marques différentes en fait. Donc c'est pour dire que en fait, finalement, c'est assez présent. Parfait aussi c'est parfait pour faire du fuzzing parce que ça vous donne une bonne remontée d'infos. Donc s'il y a quelque chose qui crache, vous êtes censé le voir. Vous pouvez voir aussi ce qui se passe au niveau CAN. Et même ce qui est bien, c'est que vous avez même les symboles des fonctions. Un truc marrant, c'est que DLT, vous avez même peut-être une possible RCE, si c'est mal configuré. En fait, il y a un truc qui s'appelle, il y a une fonction qui s'appelle système, alors c'était inject, DLT inject shell, un truc comme ça. Donc vraiment, j'étais tragué un peu parce que en fait, je vois que DLT, c'est un projet finalement qui est open source, en fait. Donc en reversant au début, je fais, tiens, c'est marrant parce que je vois un même truc en open source, je fais, ah bah pas besoin de reverse, du coup, je regarde le truc. Là, je vois un système truc, je fais, ah bah c'est pas mal ça, on va le traguer. Et si vous avez la bonne case, si dans la conf aussi, cette option-là est activée, vous pouvez avoir une RCE en envoyant par exemple, typiquement, alors ça je vais faire, bordel, pardon. Je vais faire en fait un autre post dessus avec un outil qui permet justement d'avoir une RCE dessus sur mon GitHub. Mais voilà, parce qu'en fait après c'est un langage un peu particulier, mais typiquement en envoyant la bonne trame avec le bon service ID, vous pouvez du coup déclencher voilà, une commande shell. Mais voilà, vous avez en tout cas QNX, c'est je pense deux trucs smart en fait à avoir. C'est QNX par exemple, en allant par exemple typiquement pointer QCon et DLT, où vous avez potentiellement, si c'est mal configuré, hop, petite RCE. Mais après, vous avez quand même toujours le debug en fait si le service est exposé. Ça c'est plutôt cool. Système RKE, donc c'est pour ceux qui aiment bien ouvrir leur voiture. Alors, typiquement ceux qui aiment bien ouvrir leur voiture avec, je sais pas, maintenant un flipper 0, etc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y en a plein qui s'amusent à voir sur si leur voiture est vulnérable en fait à ce genre de choses. Donc il faut savoir que vous pouvez très bien avoir du fixed code, vous pouvez très bien avoir du rolling code ou alors de l'IFF, donc l'Identified Friend of Feu. Et il y a pas mal de recherches qui ont été faites sur ce sujet-là. Ce qui est bien, c'est qu'Internet regorge en fait maintenant de code pour brute forcer ça au niveau CPU et GPU. Donc après voilà, je vous dis que ça aujourd'hui, avec la puissance qu'on a aujourd'hui, même avec du GPU, maintenant c'est craquable. Donc ça prend quelques minutes avec aussi un bon GPU derrière. Mais voilà, à savoir que vous connaissez la structure, vous voyez à peu près que potentiellement c'est du ITAC 2, puisqu'en fait le système part de ITAC 2. Si en fait justement vous avez le moyen de récupérer finalement la structure comme suit, vous pouvez ensuite après craquer la clé. Il y a d'autres trucs qui peuvent être intéressants aussi, c'est l'RQE versus le rollback. Rollback. Pas le rollback. Je vais faire peut-être une attaque qui s'appelle le rollback, Black Hat peut-être.
Ouais. Et Rolling Pound, c'est une attaque qui est assez intéressante parce qu'on s'est fait chier aussi pendant quelques années à faire des attaques sur les RKE avec les fixed code, sur du ITAC, sur du EST, sur du DST. Mais il y a des trucs assez marrants, c'est que en fait, vous avez quelques systèmes qui sont vulnérables, en fait, par exemple, au fait qu'on envoie plusieurs codes en fait, consécutifs, et le système se dit, ah bah tiens, il y a plusieurs codes consécutifs, bah du coup, en fait, ça veut dire en gros que la télécommande, bah, du coup, elle est repartie à 0 sur le compteur, parce qu'en fait, tout dépend d'un compteur, parce que quand vous appuyez sur le bouton, en fait, finalement, vous incrémentez un compteur sur la télécommande, mais aussi sur le système de réception, si le code est bon. Et en fait, justement, comme le système voit, tiens, c'est des anciens codes, mais voilà, il se passe rien. Enfin, le truc, c'est que on a l'impression que la voiture, en fait, pas la voiture, mais la télécommande est repartie à 0 en termes de compteur. Bah, du coup, en fait, le système se dit, bon, allez, on va le rollback à son state d'avant. Et là, hop, vous pouvez, typiquement, il y a un bloc pas mal sur cette attaque-là. Lui, il a démontré, en fait, qu'il y avait ces problèmes-là sur Honda, mais il y avait ça sur Nissan, il y avait même sur Toyota, sur des anciennes Toyota, pas 2023, mais voilà. Beaucoup sur des voitures japonaises au final, mais il y a aussi d'autres voitures. Vous avez d'autres accès qui sont assez marrants. C'est moi même si vous n'êtes pas très bon en hardware, etc., et que vous êtes plus bon au web, je pense que ça peut mieux vous parler. Vous avez du Burp, vous avez une application, donc après il faut faire du reverse Android, mais bon maintenant avec MobiFS, c'est automatisé, avec quelques scripts PRIDA, boum boum boum, hop, c'est rapide. Vous pouvez typiquement, du coup, essayer de jouer un peu avec les objets KID, voir par exemple si avec mes creds, je peux taper derrière, sur le compte d'un autre, ou alors si par exemple avec, je sais pas, le JWT, vous pouvez typiquement modifier un peu le JWT, ou vous pouvez peut-être le re-signer ou n'importe, ou même injecter en fait quelque chose. Vous pouvez typiquement peut-être jouer après sur le fait que, en faisant ça, vous pouvez par exemple ouvrir la voiture de loin, vous pouvez aussi mettre le klaxon, etc. Bref, les applications aussi, c'est un vecteur à ne pas oublier, en fait, parce que souvent on se dit, on va s'attaquer que sur la partie hardware, etc. Mais les car apps, en fait, pendant des années, ça a été mis de côté, et en fait, l'année dernière, même encore un peu avant, c'est là où on commence à trouver plein de choses. Il y a des constructeurs, par contre, qui sont très très matures à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui ont dû patcher à la volée parce qu'en fait, ils ont vu qu'ils étaient vulnérables. Et on le voit d'ailleurs dans les backends aujourd'hui. Mais aujourd'hui, normalement, les constructeurs sont censés pas faire du bordel, mais comme vous le savez, souvent, les applications, tout dépend des équipements que vous allez recevoir en tant que constructeur. En fait, finalement, les applications que vous allez développer derrière dépendent aussi finalement du système que vous allez recevoir. Donc les devs, en fait, finalement, vont s'adapter, vont peut-être refaire une infra, etc. Et du coup, on va recommencer à zéro. Donc des fois, l'histoire commence comme ça. Enfin, l'histoire finit comme ça ou commence comme ça. Quelques trucs aussi pour finir. Alors, je ne vais pas parler par contre d'attaque Bluetooth parce qu'on aurait pu parler d'attaque même. Qu'est-ce qu'on pourrait rejouer comme attaque Breaktooth, etc., etc. Il y a plein de trucs à faire. Mais GPS, ça peut être marrant par exemple parce que souvent on parle de la Tesla avec l'autopilote. Mais le truc que j'ai pas testé, parce qu'il faut savoir que le GPS c'est quelque chose qu'on peut toujours finalement fake. Si bien sûr on est malin à pas envoyer trop fort. Alors, si aussi on respecte aussi certaines règles, parce qu'il y a aussi des mécanismes en fait, de sécurité qui détectent aussi le hijack de GPS. Mais voilà, si on respecte plutôt bien les règles. En fait, on peut très bien se faire passer pour... on peut très bien dire, tiens, hop, on se retrouve en Asie. Donc on peut faire du téléporting, ça c'est plutôt marrant. Mais maintenant, imaginez le téléporting pendant du autopilote. Donc j'ai jamais fait ça. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je me pose la question, tiens, comment ça se passe si on fait ça sur un gars qui utilise l'autopilote, genre, hop, est-ce qu'on peut le jarter ou alors, je ne sais pas, est-ce que la voiture s'éteint? Je sais que par exemple, sur des systèmes agricoles, en manipulant le GPS, souvent, il y a pas mal de watchdog un peu partout, le truc s'arrête complètement. Mais sur les voitures autopilote, je ne sais pas. Donc, à tester, vous me direz. N'hésitez pas à me dire sur Twitter ou autre. Donc après, pour aller plus loin, là, je vais parler plutôt, il faut savoir que sur les voitures, vous avez plein de sensors. Et vous avez tellement de sensors que maintenant, il n'y a même plus de place, des fois, pour les câbles. Donc en fait, tout devient même wireless. Donc il y a vraiment plein de trucs finalement qui communiquent en sans fil. Parce qu'on essaie de remplacer les câbles maintenant par des liaisons en fait, sans fil. Parce qu'au final, sinon vous avez une voiture qui est assez grosse et qui passe plus les portes, comme on dit. Quand il y a Obélix qui souhaite aller dans un bar ou autre. Mais bref, c'est l'expression que j'ai. Le V2X, c'est typiquement un des trucs qui peut se retrouver pas mal, par exemple, pour typiquement dire à une voiture, voilà, je suis à côté, ou en fait, on a utilisé, en fait, on a créé des systèmes qui permettent justement de notifier
à d'autres voitures, que voilà, il y a une présence de d'autres voitures, etc. Et donc en fait, ça s'est formalisé sur des systèmes qui sont appelés Vehicle to Everything, donc les véhicules qui peuvent se connecter à des infrastructures, à des voitures, même à des cellules, enfin des cellules mobiles, à des pedestrians, à des bébés, etc. Et en gros, en fait, vous avez des informations qui permettent justement voilà, d'indiquer que voilà, une voiture fait ça, peut même essayer, il y a même des informations qui vont indiquer que la voiture va faire cette manœuvre-là pour pouvoir anticiper, par exemple, une action enfin, dans sa globalité. Donc ça, c'est formalisé en fait sur l'aspect V2X. Et ça existe sur certains véhicules, notamment, par exemple, je sais par exemple que il me semble que BM, eux, ils ont ça. Mais voilà, vous pouvez capturer typiquement cette information-là, en fait, par exemple, avec. Alors, vous pouvez très bien prendre, par exemple, un modem. Et il faudra, par contre, recompiler, par contre, votre module, en fait, Wi-Fi pour pouvoir interagir avec ce module-là. Mais après, vous pouvez le capturer, vous pouvez regarder ce qui se passe, vous pouvez même interagir pour injecter vos propres trames. Donc, foutre un peu le bordel. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de protection, en fait, sur, par exemple, les cams V1 message, en tout cas, que moi, j'avais même vu. Donc, vous pouvez faire, en fait, quelques trucs. Vous pouvez typiquement traquer, vous pouvez même injecter un peu du bordel pour. Mais après, voilà, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça a comme impact, puisque je ne l'ai pas fait après comment dire, avec plusieurs voitures. Le CV2X, par contre, c'est vraiment pas un upgrade, mais c'est censé être un concurrent au V2X, parce que le V2X, c'est en Wi-Fi. CV2X, c'est censé être au niveau cellulaire. Donc, en fait, ça c'est un peu hybride, puisque vous pouvez communiquer entre une voiture et une voiture directement. Et c'est là où vous posez la question, tiens, au niveau de la PKI, comment ça se passe? Ça, c'est la bonne question. Ou alors, vous pouvez même communiquer avec une cellule mobile. Là, par contre, vous êtes sûr que généralement, il y a de la sécurité. Mais voilà, par contre, si on part dans l'aspect où ça communique avec justement l'interface PC5, en fait, PC5 aujourd'hui, j'ai pas vu beaucoup de produits matures qui intègrent en fait un système de sécurité sur PC5. Donc voilà. Moi, dans les cas que j'ai, peut-être que j'ai pas assez de cas non plus, c'est aussi sûr. Moi, j'ai essayé de toute façon d'acheter aussi plusieurs même modules, même plusieurs produits. J'ai été aussi scam dans certains moments. Parce qu'en fait, j'ai payé puis j'ai jamais rien reçu. C'est aussi le moment du chip shortage. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. Moi, ce que j'ai fait principalement, c'est quelques outils qui permettent de capturer, d'injecter, etc. Donc, on peut capturer typiquement des trames, en fait, même KMV1 et autres. Et on peut, par exemple, même en utilisant la SSRAM, j'ai fait en fait plutôt le travail inverse à injecter. Mais par contre, je ne sais pas si avec un produit normal, enfin, en tout cas, mon setup marche. En tout cas, j'ai une plateforme de simulation pour ça. Mais si un jour vous avez un véhicule avec du LTE V2X, il y a peut-être un truc assez marrant, puisque voilà, l'aspect PKI, on se pose la question, comment les messages peuvent être protégés d'un véhicule à un véhicule? Parce que faut savoir que si vous avez du CV2X, un véhicule, par exemple, BMW, peut communiquer avec un Renault, peut communiquer après avec même un Huawei, un car. Donc, comment ça se passe la PKI dans ce contexte-là? C'est la bonne question. Donc, il y a peut-être un truc à jouer. À savoir que c'est documenté quand même, en fait, sur l'aspect PKI. Mais par contre, comment c'est implémenté ou comment c'est vraiment mis en œuvre, ça, par contre, je me pose la question parce qu'en fait, si vous vous rappelez, alors pour ceux qui connaissent à peu près les recherches que j'ai fait, en niveau V2G, Vehicle to Grid, par exemple, comment recharger un véhicule comment ça se passe la recharge de véhicule avec un chargeur, vous avez une communication aussi. Et aussi, là, il parlait de PKI, mais qui l'a implémenté? En fait, en 2019, il n'y avait rien d'implémenté en niveau PKI. En 2023, en Hollande, je commence à avoir des clients qui commencent à l'implémenter. Aujourd'hui, par contre, en France, je n'ai pas le statut. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se fait, mais il fallait attendre vraiment, voilà, 4 ans pour que ça change. Donc, la PKI sur le V2X, ça peut être la même chose, en fait, au final. Donc, c'est la question que je me pose. Et là, après, voilà, si ça vous intéresse, les flows, vous avez V2G, etc. Donc, j'avais fait quelques outils. V2G, principalement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi, par exemple, une ligne, en fait, entre le chargeur de véhicule et votre voiture. Et le projet qu'avait fait, par exemple, Baker, mais comment il s'appelle déjà? Enfin, bref, vous avez le lien du PDF et le PDF va être aussi shared. En fait, eux, ils avaient fait un projet pas mal parce que moi, j'arrivais à collecter ça en me connectant, par exemple, dans une résidence ou en me connectant, par exemple, entre un chargeur et un véhicule, je pouvais voir par exemple toutes les clés qui étaient négociées entre les autres chargeurs, etc. Mais par contre, ouais, aussi même dans une maison, je pouvais voir les clés qui étaient collectées. Eux, par contre, ils avaient fait l'exercice où ils avaient un BDRF, par exemple, et ils utilisaient le BDRF pour pouvoir récupérer, par exemple, le signal qui se passait en fait ici parce que comme en fait votre câble ici se comporte comme une antenne, en fait, l'idée c'est récupérer finalement le signal, le signal électrique, pour pouvoir le démoduler et récupérer la donnée. Et eux, justement, avaient réussi, en fait, ce truc-là
à distance, de pouvoir récupérer les clés qui sont échangées. Quand on a ces clés-là, ce qui est bien, c'est qu'après, on peut intégrer un réseau, le réseau entre la voiture et le chargeur. Parce que comme c'est du home plug, en fait, peu importe si vous êtes branché directement ou pas sur la ligne, en fait, si le chargeur est exactement sur les mêmes colonnes électriques qu'une résidence, etc., depuis une résidence, si vous connaissez les clés, et les clés, des fois, vous pouvez même les leaker depuis une résidence, du coup, en fait, en vous connectant depuis la résidence sur un des réseaux qui est formé justement par l'association avec les clés du chargeur et de la voiture, vous pouvez typiquement communiquer avec le chargeur, où il y a des trucs assez marrants à trouver, ou avec la voiture, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de trucs, moi, j'avais pas vu beaucoup de trucs sur la partie ECU voiture qui communique avec le chargeur. Il y a plus de choses à trouver sur le niveau chargeur que sur le véhicule, mais bon, des trucs marrants à trouver. Donc, pour conclure, en fait, moi je voulais conclure avec Hack the Planet, le truc qu'il faut savoir, c'est que voilà, en RF, le RF, ça devient de plus en plus présent. Comme j'ai dit, il y a plein de trucs maintenant en voiture, enfin en automotive, mais aussi dans d'autres produits qui commencent à arriver avec l'ARF, puisque l'ARF résout des problèmes de ligne, et aussi même de contraintes technologiques autres qui permettent justement, du coup, avec du Wi-Fi ou d'autres protocoles qui sont maintenant confirmés, du coup, d'envoyer des données qui sont relativement grosses. Donc en fait, je pense que plus les années passent et plus on va commencer à s'amener à avoir vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a déjà quand même beaucoup de choses, mais on s'amène à avoir beaucoup de choses. Et en fait, on voit que à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de contrôles qui sont faits. En fait, il y a des teams sécu qui sont formés, bien sûr, mais il y a encore quelques lacunes dans ce domaine-là comme dans d'autres, en fait. Et dans le monde industriel, c'est encore pire. Parce qu'en fait, on est passé sur du Modbus, et là, on commence à tout doucement aussi se passer sur du sans fil. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a plein de possibilités en RF. Tout dépend des mécanismes qui sont en cours, donc c'est bien de checker les mécanismes, voir si on peut rejouer, voir si on peut injecter, voir si on peut casser la com, et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut traquer un user? Est-ce qu'on peut injecter des trucs? Là, dans l'automotive, notre but, c'est quoi? C'est injecter des tradcam pour pouvoir, par exemple, tourner le volant de quelqu'un qu'on n'aime pas ailleurs dans un truc. Donc voilà l'aspect safety qui gêne à l'automotive, puisque finalement, c'est le truc qui risque de poser beaucoup de problèmes à cette industrie. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de trucs à faire. N'hésitez pas à être curieux, n'hésitez pas aussi à vous intéresser, n'hésitez pas à regarder avec même un RTLSDR ce qui se passe un peu autour. Vous pouvez très bien tomber sur des signaux même que moi j'ai jamais vus. donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Il y avait plein de trucs, mais c'est assez condensé. Mais voilà. En tout cas, ça regroupe un peu plein de vecteurs comme ça. C'est vrai qu'il manque quand même encore plein de vecteurs. Il manque encore le BTLE, Bluetooth, enfin plein de trucs. Mais bon. En tout cas, merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera en fil, c'est la question. Nice. Tu avais présenté Rolling Pwn pendant ta présentation. Tu en avais parlé un peu. Normalement, dans l'article, si je me souviens bien, le chercheur il disait que en fait, donc c'était Honda, il me semble, qui s'était fait péter. En fait, il n'y avait pas du tout de processus pour faire remonter des informations, etc. Est-ce que ça s'est amélioré entre-temps ou pas du tout? Pardon, excuse-moi, parce que le début, j'ai pas entendu. Tu parlais de Rolling Pwn. Et du coup, en fait, le chercheur, je crois qu'il s'appelle Kevin quelque chose. Ouais, Kevin. C'est ça. En fait, il disait que, en fait, lui, en essayant de faire remonter l'information, Honda, il comprenait pas, et puis même, il était à deux doigts de lui mettre un procès, quoi. En fait, je pense que si vous regardez Honda et les problèmes de AirKey avec Honda a toujours été, alors, je veux pas dire du mal du Honda, mais a pas été un bon élève sur la sécurité des AirKey. En fait, eux, ils ont gardé du static code pendant longtemps. Où ils ont même chiffré en fait leur AirKey, enfin leur réponse de AirKey, enfin, leur envoi de AirKey, et ça n'a jamais été au même niveau que les autres constructeurs. Donc en fait, Honda, ils ont eu beaucoup de lacunes en fait. Je pense qu'aujourd'hui, qu'ils sont en train de trimer un peu et récupérer leur retard. Mais dans l'année où justement Kevin, alors Kevin c'est son nom européen, enfin bon, mais ce chercheur-là justement a remonté l'information. Honda, je pense, n'a pas voulu fait la sourde oreille, mais le fait que d'autres chercheurs ont trouvé d'autres trucs un peu compromettants, je pense qu'il commence un peu à bouger, mais je suis pas sûr. Moi, j'ai pas audité du Honda pour le coup. Okay. Mais est-ce qu'il y a par exemple, les constructeurs européens ou américains, ils sont un peu meilleurs élèves sur la remontée d'informations ou pas du tout? En fait, je pense que le meilleur, j'en parle, mais je pense que le meilleur aujourd'hui, c'est Tesla pour la remontée d'informations. Les autres, ils sont un peu
Voilà, c'est en fait généralement quand on est consultant, par contre pour eux, la remontée d'informations est rapide. Par contre, en tant que chercheur externe, trouver la bonne personne pour pouvoir parler avec, si vous ne connaissez pas une personne de la team sécurité de tel constructeur, etc., l'information, elle prend un ton monstre. En fait, les gens ils comprennent pas en fait ce que vous êtes en train de leur dire. Donc en fait, eux ils sont plus peut-être aspect commercial ou aspect safety, etc. Mais ils n'ont pas la communication directe avec les teams de sécu. Donc en fait, si tu connais pas une personne de team de sécu d'un constructeur, le truc il n'est pas remonté. Ok, ça marche pas. Merci beaucoup. Alors que Tesla, eux, ils ont un peu tout, etc., etc. Donc c'est là où c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'en fait les autres constructeurs mériteraient en fait d'être assez transparents, je pense, sur leur vulnérabilité. Peut-être que c'est un problème que voilà les constructeurs veulent pas être transparents sur les failles qu'il y a eu. Mais on a vu en fait avec le temps que plus ils sont transparents, plus les gens sont transparents, plus on voit que voilà il y a des actions qui sont faites. Donc on trust ce constructeur. Donc, En général, ils ne veulent pas être transparents parce que c'est un avantage qu'ils ont sur leurs concurrents. Ouais, le truc c'est qu'en fait c'est ce que faisait Qualcomm au début. Huawei aujourd'hui a la même chose, enfin le même problème. On remonte des vulnes en fait où par exemple on veut tester un truc. Dernièrement par exemple en Pontoon, il y avait plein de choses qui ont été kill. Donc en fait c'est marrant parce que Qualcomm a eu cette même mentalité avant, mais maintenant ils ont un peu ils ont leur bug bounty, etc. Donc ils sont ouverts en fait à ça. Huawei aussi a leur bug bounty, mais bon, étrangement, je sais pas pourquoi, toujours en fait, ils sont un peu. Voilà. Tu parles du coup des mises à jour de la veille. Ouais, mais en fait, c'est pas que Huawei, en fait, souvent en fait, en travaillant même avec des Chinois, en fait, même juste pour des libs ou autre, pour m'interfacer, même pour mes tools, parce que je fais des tools. En fait, en Chine, il n'y a pas une grosse transparence, en fait. Soit il y a la doc qui manque, soit c'est pas transparent. Enfin, c'est compliqué finalement de communiquer, mais bon. Je sais pas si c'est un problème en fait, un problème de transparence ou un problème de on a peur qu'il y ait des secrets qui partent. Je sais pas. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être une rapide, moi. Tu parlais de RTL-SDR tout à l'heure. Est-ce que tu recommanderais de mettre directement les mains dans le cambouis et de se prendre une SDR, de commencer à analyser des trucs pour apprendre? Ouais, il y a Parce plein de... que ça semble assez obscur. C'est obscur, hein, ouais. c'est obscur. Ouais, moi je fais par exemple une chaîne YouTube pour ça, en fait, des fois pour désobscurer quelques trucs. Je donne aussi des cours, même des cours en fait en école. Mais moi, quand j'ai commencé, c'est vraiment par la curiosité. En fait, il y avait à l'époque quelqu'un en fait qui m'avait dit tiens, un USR PV1, fais ce que tu veux avec. Je fais putain, c'est quoi ce truc? Bon voilà, je connaissais le modèle, je connaissais les recherches de Carsten Null, etc. parce que je m'intéressais au GSM et j'ai mis les mains dans le cambouis. Mais par contre, c'est là où en fait il y a plein de trucs. Alors, pour ceux qui ont fait, par exemple, dans mon école, moi, je faisais de la physique, par exemple, mais physique appliquée à l'informatique ou appliquée, par exemple, même à la transmission. Il y a plein de choses, en fait, que j'ai oubliées. Et en fait, même en électronique, il y a plein de trucs que j'avais oubliés et que j'ai dû réapprendre, finalement. Donc, en fait, il faut se dire aussi que les cours que vous faites aussi, et c'est ce que j'essaie de éviter, justement, en étant prof, en fait, dans certaines écoles, c'est les cours de physique que vous avez eus, j'essaie de les appliquer plutôt à l'aspect voilà, le pratique. Donc en fait, on le fait avec un RTL-SDR, on voit comment ça se passe, on voit comment démoduler, on voit le cours qu'on a eu par exemple sur les FFT, etc. Je vais pas faire les équations de Maxwell, mais au moins je donne une image à ce que vous avez vu en cours, etc. Et en fait, ce qu'on n'a pas le réflexe de faire, c'est quand on apprend quelque chose, quand on le voit en cours ou autre, on n'a pas le réflexe de dire tiens, ça sert à quoi, parce qu'on s'intéresse à la note, mais on ne se dit pas tiens, ça sert à quoi, et puis au final, voilà. C'est même par exemple un truc bête, mais par exemple les matrices, par exemple en maths ou autre, typiquement vous les avez fait en cours, mais en informatique on les utilise quasiment tout le temps en fait. Donc bon, après il y a plein de trucs derrière qu'on n'utilise pas, mais je pense que il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut essayer d'y aller step by step. Il y a plein d'outils qui utilisent avec le RTL-SDR comme GQX, vous avez SDR Sharp, vous avez SDR++, des outils déjà qui permettent d'écouter l'AFM. Regardez par exemple une FFT. Qu'est-ce que c'est la FFT? La FFT, ça permet de voir par exemple qu'est-ce qu'on a comme composante de signal en fait dans les airs. Après, il faudra aussi savoir tiens, c'est quoi l'échantillonnage. Donc il y a plein de trucs. Bon, il y a plein de trucs compliqués, mais au final, il faut peut-être le faire en pensant simple aussi. C'est pas simple, mais
D'autres questions? Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. C'était cool. Bravo. Merci. Pour ceux qui veulent, on va vous garder 30 secondes, pas plus. Je sais que vous avez envie de boire. Parce que On vous a avez dit soif. à la fin qu'on allait voter sur un logo. Ouais. Oui, go. Hein? Non, mais on préfère la sifflotte nulle en WordPress comme celui de... Voilà.